Donc je m'appelle Jean-Baptiste Coé. J'ai commencé la cyber en étant adolescent, en autodidacte, en pratiquant le hacking éthique. Et suite à l'obtention de mon diplôme, j'ai démarré ma carrière en tant que chercheur sur le dark web et en tant que pentester. J'ai ensuite basculé du côté cyberdéfense sur des composantes d'analyse SOC. Et puis j'ai approfondi cet axe défensif en rejoignant le CERT Naval Group en qualité d'ingénieur forensique. Ce qui m'a permis également de découvrir le monde du renseignement, de la CTI. Et suite à ça, j'ai cofondé le CERT de CMA-CGM en qualité de leader opérationnel. On avait 3 pôles d'expertise, la Cyber Threat Intelligence, la gestion des incidents et la gestion des vulnérabilités. Et à la fin de cette aventure, j'ai choisi avec mon associé actuel Julien Bonnard, qui est un ancien spécialiste du renseignement sorti du ministère des Armées, de mûrir un projet et de construire un cabinet de renseignement et d'investigation d'intérêt cyber. Et c'est de là qu'est né MyThreats en été 2023. Alors chez MyThreats, on a articulé notre pôle d'expertise autour de 4 piliers principaux. Le premier étant un pilier d'investigation. On va fournir des investigations sur le clear, le deep et le dark web. Sur tout ce qui va concerner de la fuite de données ou de la désinformation sur des personnes physiques et morales. On va d'ailleurs investiguer sur ces personnes pour aller un peu plus loin, on va investiguer sur de la blockchain également. Le deuxième pôle d'expertise, il est articulé autour de l'analyse. Donc on fournit de la Cyber Threat Intelligence, à savoir qu'on va fournir donc des indicateurs de compromission qui vont permettre à nos clients de se prémunir face à des attaques cyber. On va leur fournir aussi des TTPs, donc tous les modes opératoires des attaquants, en fonction de leurs menaces sectorielles, et on va faire de l'analyse également du coup sur le secteur d'activité, sur les tendances actuelles, toujours en rapport avec la menace et éventuellement un peu de contexte géopolitique sur le plan cyber. Le troisième pilier, il s'articule sur la partie surveillance, la surveillance des assets externes jusqu'à la surveillance des VP. On va surveiller également tout ce qui est nom de domaine frauduleux, pouvant lier au spear phishing. Et le dernier pilier, on est sur de la sécurité opérationnelle, à savoir du bypass de MFA pour faire des campagnes de sensibilisation qui sont assez poussées, ou encore la chaîne de démarquage pour de l'anonymat au niveau des PC. Sur ce salon, nos temps forts, ils sont principalement sur la capacité à pouvoir faire profiter de nos compétences à nos clients actuels ou en devenir. Mais également de pouvoir briser la glace numérique en rencontrant nos clients en direct, parce que on va vouloir rallier le côté humain, et c'est super important dans ce métier, surtout dans le renseignement où on est très souvent derrière un ordinateur. Et c'est pourquoi du coup on va animer un workshop tout à l'heure sur comment rendre l'invisible visible et donc comment exécuter une enquête en partant du dark web. Alors c'est un atelier qu'on va co-animer avec Groupe IB qui est notre partenaire sur le stand A03 aujourd'hui. Donc on a des compétences complémentaires et donc on l'anime ensemble. On attend principalement des RSSI, quelques DSI et on a également quelques chefs de projet cyber qui se sont inscrits à ce workshop. Alors cette année on met en avant notre pôle d'investigation sur des personnes physiques et morales parce qu'on se rend compte qu'en fait sur le web, on a des données qui envahissent le web et qui sont non maîtrisées par les acteurs. Et ça peut avoir des conséquences assez nuisibles et assez graves pour des personnes qui ont un manque de connaissances ou une certaine naïveté. Ça peut nuire à leur vie directement, mais même au niveau des entreprises, ça peut nuire sur l'aspect financier, à leur image de marque, à leur réputation. On va être en prévention et également on va pouvoir la détecter une fois qu'elle aura vraiment fuité, dans le but de prévenir nos clients que telle donnée ou telle donnée a fuité, qu'ils ne le découvrent pas 5 ans plus tard ou qu'on l'utilise contre eux, qu'ils soient au courant. Quand on a des fuites de données, on a une obligation déjà. Alors si on a des données à caractère personnel, on a l'obligation de prévenir la CNIL. Donc c'est pas nous directement qui nous en occupons, mais nos clients doivent le faire. Et donc du coup, ce qu'on va leur fournir comme information va leur permettre de faire les bonnes démarches associées. Après, ils ont également besoin parfois d'impliquer un CFO lorsque ça peut avoir un impact financier ou d'autres instances, on va dire, internes. Il y a des OIV, des OSE, des instances gouvernementales également. Alors oui,
Par contre, je ne pourrais pas citer le client pour des raisons de confidentialité, mais en gardant un brin d'anonymat, on va quand même parler d'une commande d'investigation qui nous a été faite il y a pas longtemps, où le but était de retrouver des données qui avaient fuité, notamment au niveau du dark web, mais pas que, et qui étaient prétendues vendues, recelées. Et le but donc pour nous, c'était de retrouver un peu toute la circulation de ces données au niveau du dark, donc sur les marketplaces, sur des forums, même sur des channels Telegram, pour déterminer avec exactitude quelle utilisation ces acteurs menaçants allaient pouvoir en faire contre nos clients. Et du coup, ça leur a permis notamment de faire des resets de password massifs parce qu'ils avaient des combos de login mot de passe qui avaient fuité assez massivement. Ça leur a permis de boucher quelques brèches de sécurité sur des espaces de stockage qui étaient directement en frontal sur Internet et donc de potentiellement d'éviter une cyberattaque avérée avec des informations très sensibles. Alors aujourd'hui, on a un tout petit cabinet. Principalement, notre stratégie d'expansion, elle s'articule sur l'acquisition d'experts, donc principalement des jeunes personnes qui ont des appétences réelles sur nos différents pôles d'expertise, dans le but de pouvoir délivrer un service mutualisé à l'ensemble de nos clients, tout en assurant une continuité de service sur nos processus internes et sur notre industrialisation interne. Au niveau des solutions qu'on préconise, solutions et recommandations même, on va s'articuler énormément sur tout ce qui est normatif au niveau français et au niveau européen. Si on prend l'exemple de NIS 2 là, qui frappe encore plus fort, ou encore DORA qui va rentrer en vigueur en 2025, on est énormément axé là-dessus. Alors en général, on aime bien avoir des clients qui ont déjà un brin de cyber, donc avec un centre opérationnel de sécurité, parce que ce que nous on va fournir comme type de renseignement, notamment des indicateurs de compromission, s'ils n'ont pas d'équipe pour le traiter, ça ne sert à rien, ou ça va être très compliqué. Donc on s'interface avec des SOC pour leur intégrer des règles de détection, donc des règles IRA par exemple, pour des indicateurs de compromission ou même des TTPs qui vont être un peu plus avancés sur les méthodes d'attaque ou on va dire les vecteurs initiaux de compromission. Oui, il y a un très bon ouvrage de OSINT EU qui est tout l'aspect légal de l'OSINT, donc de tout ce qui est renseignement en source ouverte, c'est vraiment ce que ça veut dire, ce qui permet vraiment de comprendre le cadre légal dans le cadre de certaines enquêtes, de certaines recherches, et de comprendre un peu plus en profondeur l'aspect technique aussi de l'OSINT, qui est une pratique qui est de plus en plus en vogue et qui est extrêmement importante pour compléter des enquêtes.